Ça veut dire que du coup, nous nions la question du niveau de vie. Est-ce que nous disons, les vaccins ont sauvé le monde, point, sans dire que l'augmentation du niveau de vie, l'aération des bâtiments, les mesures d'hygiène prises par une série de gouvernements défendus par le mouvement ouvrier n'ont pas joué de rôle? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et quand on prend un peu de recul, ce sont des éléments centraux de l'amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Mais la vaccination a un rôle spécifique. Et en plus, je prendrai un exemple qui est frappant. Pour tous ceux qui disent « Ouais, la vaccination, c'est pas terrible. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que les santé soient en bonne population. » Je prendrai l'exemple de la guerre 14-18 et de la typhoïde. En bonne santé. Vous suivez, c'était tout ce que ça veut dire. Je prends l'exemple de la typhoïde. Vous savez que le service de santé des armées suivait comme le lait sur le feu une série de maladies, pas du tout la grippe, mais notamment la typhoïde, qui avait été responsable notamment pour une partie de l'état-major de la défaite de 1870 en France. Et donc il y a une excellente comptabilité de la typhoïde qui était une grande faucheuse. Donc pendant la guerre, en 1916, il y avait à peu près 66 000 cas de typhoïde dans l'armée française, et il y a eu à peu près 11 000 morts. Introduction de la vaccination au milieu de 1916. Bien. En 1918, alors celui qui me dit que les soldats de l'armée étaient en meilleure santé, que c'était vraiment top en 1918 par rapport à 1916, vont avoir du mal. En tous les cas, en 1918, il n'y avait plus que 600 cas de typhoïde à la suite de la vaccination, et il n'y avait quasiment plus de décès. Je prendrai un autre exemple, plus proche de nous. Quand l'URSS s'est effondré, il y a eu une réorientation de tous les investissements, notamment sanitaires. Il y a eu un effondrement de la vaccination et on a vu réapparaître cette vieille maladie que nous ne connaissons plus, vous et moi, la plupart du temps. Moi, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais nous avons vu des épidémies de typhoïde, par exemple 200 000 personnes dans l'ex-URSS, avec à la clé 25 000 morts. C'est bien dire que la vaccination joue un rôle tout à fait spécifique. Est-ce à dire que tous les vaccins sont bons? Alors non, moi j'ai, lors d'un forum Europasie par exemple, fait une communication contre le vaccin de Sanofi Dengvaxia, qui est un vaccin contre la dengue, avec les familles philippines qui disaient nos enfants ne sont pas des cobayes. Mais là ils avaient raison, puisque ce vaccin, déjà vendu, pas autorisé en France, pas autorisé en Guyane, pas autorisé dans les Antilles, était déjà vendu en phase 2. Nous sommes à la fin de la phase 3 là. En phase 2, au Brésil, en Thaïlande et en Philippines, aux cousins, aux copains, aux coquins des ministres de la Santé, et que ça favorisait, pour un mécanisme que je ne vais pas vous expliquer, des dengues hémorragiques. Donc tous les vaccins ne sont pas bons. De même, le NPA était aux côtés de l'association E3M, l'association d'entraide aux patients portant la myofascite à macrophage, parce qu'un doute tout à fait réel subsiste pour une petite fraction de la population qui a des particularités génétiques, que l'aluminium peut se concentrer lors des macrophages et montrer, on sait qu'il est toxique. Dans les femmes des usines d'aluminium le montraient au niveau neurologique, et qu'il était normal, légitime, que le professeur Heraldi de l'INSERM, Henri Mondor, ait des subventions pour continuer des études, et qu'il était scandaleux que sans études, Big Pharma ait supprimer son vaccin sans aluminium au profit d'un autre vaccin beaucoup plus cher et tout ça. Bon, c'est pour dire que chaque vaccin doit avoir une balance bénéfice-risque adaptée. Je prends un autre exemple, vous allez voir un peu ce que j'ai dans la tête, la varicelle. C'est une maladie qui est très très dangereuse pour les gens immunodéprimés, et il est donc tout à fait légitime de vacciner les immunodéprimés. À l'opposé, c'est une maladie très contagieuse, donc si maintenant vous êtes tous des épidémiologistes et des virologues, maintenant on le sait, donc si une maladie est très contagieuse, le taux de vaccination pour l'effondrer, pour atteindre l'immunité collective, doit être très haut. Donc, si vous vaccinez tout le monde en population générale, ce qu'aimerait bien Big Pharma contre la varicelle, vous n'allez probablement pas atteindre 90-95% de la population. Donc, le risque d'attraper la varicelle va continuer à être là. Mais vous allez probablement, statistiquement, l'attraper plus tard. Et comme vous allez l'attraper plus tard, on sait que la varicelle est peu grave chez les nourrissons, enfin les petits-enfants, mais beaucoup plus grave chez les adultes. Et au total, la balance bénéfice-risque est positive
pour les immunodéprimés et négative pour la société. Évidemment, Big Pharma ne fait pas les mêmes comptes. Elle est globalement positive pour les comptes de Big Pharma si on vaccine plus de monde. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes des défenseurs inconditionnels de la balance bénéfice-risque. Et que contrairement à ce que dit Didier Raoult, la balance bénéfice-risque n'est pas quelque chose qui a été imposé par Big Pharma. Ça a été quelque chose qui a été imposé par les associations de citoyens, de consommateurs, notamment américains et internationaux, quand il s'est apparu que la liberté de prescription et de fabrication totale de Big Pharma le mettait à mettre sur le marché n'importe quoi, et que ce n'importe quoi, quand ça s'appelait dans les années 57-62 la thalidomide, ça faisait 12 000 bébés qui naissaient sans bras. Et donc, eh bien, les associations, notamment une association Public Citizen, s'est battue pour que, avant la mise sur le marché des médicaments et des vaccins, il y ait toute une série d'études qu'on pourra détailler après. Ça a eu un effet, c'est vrai, de concentration, parce que seules les grosses boîtes avaient la possibilité de faire ces études, qui valent fort cher, mais c'est quelque chose que nous défendons. Ce que nous disons d'ailleurs, c'est que cette balance bénéfice-risque ne devrait pas être dans les mains de Big Pharma, qui teste elle-même ses propres produits, qui donne elle-même sa propre balance bénéfice-risque, au risque de changer même à certains moments les critères. Bon, donc nous voulons, et c'est un argument plus de ce que dira Jérôme, nous voulons la transparence totale, non seulement dans ce qui est produit, mais même dans la définition de la recherche. Par exemple, combien de milliards pour la recherche de vaccins anti-VIH, alors que les tests et les traitements, pour les marchés beaucoup plus rentables, ont été privilégiés. Il y a d'autres raisons. Bien. C'est moi qui... quelqu'un ou quelqu'une peut... D'accord. Donc, comment on voit la balance bénéfice-risque? On peut la voir quand les essais cliniques des laboratoires pharmaceutiques, avec les limites que j'ai dit, sont publiés dans des revues à pair. Voilà. On peut le voir quand, en population générale, le vaccin est arrivé et qu'on en a de larges études sur des millions de personnes. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 4 milliards de vaccins qui ont été injectés de par le monde. On peut le voir à travers les études, et ça nous intéresse évidemment encore plus, faites par les sociétés de pharmacologie indépendantes. Je pense par exemple à la revue Prescrire, qui n'est pas qu'une revue de pharmacologie de haut niveau indépendante, qui fait partie d'un réseau de pharmacologues à l'échelle internationale, qui a dénoncé avec la pneumologue Irène Frachon le Mediator, qui a dénoncé le laboratoire Merck, producteur de l'ivermectine sur le Vioxx, qui a dénoncé le Dengvaxia de Sanofi, qui sera futur producteur d'un vaccin que certains attendent, parce que probablement que ces virus classiques recombinés auront un drapeau bleu-blanc-rouge et que ça devrait être plus efficace. Bien. On peut s'appuyer aussi sur les revues Cochrane. C'est une méthodologie, c'est une association internationale qui a toujours la même méthodologie, c'est-à-dire elle recense l'ensemble des essais cliniques parus sur un sujet. Alors le sujet, ça peut être aussi bien un vaccin, un traitement, que la prise en charge par la médecine traditionnelle du paludisme à Madagascar. Là, c'est vraiment fait.